Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence du LBC Carré sur le sujet du peer learning. Je suis extrêmement heureuse d'être là aujourd'hui sur un sujet aussi bien passionnant que crucial, que ce soit pour les entreprises, la tech ou vous, individus. Je m'appelle Chloé Hermary, je suis la CEO et fondatrice d'Ada Tech School, une école d'informatique féministe accessible à toutes et à tous. Notre mission à Ada Tech School, c'est de permettre à de nouveaux talents diversifiés d'accéder à la tech grâce à la pédagogie alternative. Savez-vous quel est le point commun entre Bill Gates, Sergey Brin, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos? Ils ont tous fait l'école Montessori. C'est une pédagogie alternative créée il y a un siècle pour les petits-enfants. Vous connaissez peut-être aussi Steiner, Piaget, Freinet. Ce sont des pédagogies qui se basent sur l'apprentissage entre pairs, un apprentissage collaboratif et en collectif. Montessori, comme les autres, sont donc des pédagogies du peer learning. Au-delà de ces grands noms que je vous citais précédemment, elles ont montré leur pertinence en termes de compétences pour le siècle qui arrive et pour la tech. Vous le savez très certainement, depuis une trentaine d'années, démarrées avec Internet, les progrès technologiques changent notre société et nos usages. Le paradigme économique change et donc les besoins en entreprise également. Le savoir est partout, il faut savoir le rechercher plutôt qu'apprendre par cœur. Les outils et les technologies changent en permanence, il faut savoir apprendre à apprendre. L'automatisation, entre autres, est accessible. Le lien humain, l'individu, doit se démarquer par son habileté sociale. En résumé, au XXIe siècle, pour être compétent, il faut savoir collaborer et il faut savoir apprendre. Deux éléments qui sont à la fois les piliers, mais aussi les objectifs du peer learning. C'est donc avec plaisir aujourd'hui qu'on parle du peer learning avec Charline Grenet. Charline est Developer Relations chez Microsoft. Son but est d'animer et de faire grandir des communautés au sein d'équipes de développeurs, mais aussi de pros de l'IT, pour favoriser l'apprentissage entre pairs. Auparavant, Charline était Tech Community Ambassador chez Engie Digital, la fabrique à logiciels du groupe Engie. Pour elle, l'humain passe avant la tech. Notre deuxième invité, Alexandre Ignatovic, est Engineering Manager chez Doctolib. Développeur, manager et maker, Alexandre aime régulièrement ouvrir le capot de cette licorne et partager avec les communautés. Depuis 20 ans dans la tech et issu de nombreuses reconversions, Alexandre favorise l'apprentissage continu et la remise en question du statu quo. Notre troisième invité est Guillaume Gria. Guillaume est Tech Community Ambassador au Bon Coin après avoir créé ce poste chez Deezer. Son rôle est de créer des communautés, des échanges entre communautés auprès des équipes engineering, data et product avec des communautés extérieures comme les écoles, d'autres entreprises ou encore des associations. Guillaume co-organise la conférence du LBC Carré avec pour vocation de mettre en avant les personnes qui font avancer la technologie au service des gens dans leur quotidien. Le sujet est vaste, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses en 30 minutes. L'objectif de cette conférence est que Charline, Alexandre et Guillaume vous apportent à la fois la culture, mais aussi des méthodologies aussi bien personnelles que collectives pour favoriser des pratiques d'apprentissage entre pairs. Bonjour à tous les trois, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler de peer learning. Je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes toutes et tous plutôt calés. Peut-être qu'on peut démarrer avec une définition du terme d'apprentissage qui nous permettra de donner un peu de contexte et d'avoir vos interprétations un peu personnelles de la chose. Est-ce que tu veux commencer, Charline ? C'est parti. L'apprentissage, en fait, sans vouloir être un petit peu marshmallow, trop mignon, etc., c'est toujours se réinventer, finalement. C'est vrai qu'autrefois, tu allais à l'école pour quelque chose et tu allais faire ce quelque chose toute ta vie. Et l'apprentissage, ça peut être un petit peu flippant, mais ça peut te permettre de te réinventer, de dire « en fait, j'aurais pas dû faire ces études-là ». Et ma boîte me permet d'apprendre autrement, de faire autre chose. Donc ouais, un peu, ça ouvre le monde des possibles pour moi, l'apprentissage, surtout. Du coup, ça va aussi au-delà de l'école et ça va au-delà des compétences un peu, tu vois, mais finalement, académiques, quoi. Heureusement, ça veut dire que tu n'es plus défini par ce que tu as fait à l'école ou par ce que tes parents ont voulu que tu fasses aussi, souvent. Bon, j'espère que ça ne nous est pas arrivé à nous, mais ça peut être le cas. Donc si l'entreprise peut te permettre de te repenser, de donner l'opportunité d'apprendre autrement, et autre chose, tant mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut savourer aujourd'hui, quoi. Guillaume, Ouais, mais j'aime bien l'idée de se remonter. Pour compléter un peu ce que dit Charline, il y a l'apprentissage théorique qu'on va apprendre à travers des formations. Ça, ce sont les RH, en fait, en entreprise qui nous poussent à se réactualiser un peu. Et puis, je crois vachement aussi à l'apprentissage par les pairs, par la communauté, par ses collègues. Observer ce qui se passe, comment on travaille, comment on développe. Pour un développeur, c'est essentiel. Et du coup,
j'ai l'impression que les organisations doivent aussi se responsabiliser pour accompagner les gens à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la porte, chez nos confrères, et on a la chance d'en avoir pas mal en France qui prospèrent. Donc voilà, c'est cette notion-là aussi d'accompagnement par l'écosystème. Ouais. Tu as une dimension à la fois très personnelle et individuelle et à l'intérieur de toi, mais tu as aussi quelque chose qui communique avec l'extérieur et qui passe par le collectif, justement, ouais. Et l'échange avec les autres. Exactement, parce que tout va très vite. Dans nos secteurs technologiques, tout peut être obsolète assez rapidement. Donc c'est essentiel de, en permanence, se réactualiser sur ce qu'on fait. Et puis à l'échelle aussi d'une boîte comme la nôtre, où on a 250 devs, il faut capitaliser sur cette force collective pour pouvoir du coup apprendre de son confrère, de son collègue. Si tu es dev Android, tu peux t'appuyer sur une communauté de dev Android assez forte, chose que tu ne peux pas forcément retrouver dans une petite structure, une petite startup où tu vas être un peu isolé et tu vas devoir faire face à pas mal de challenges. Toi, Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Difficile de passer après Charline et Guillaume, vous avez vraiment bien appuyé le sujet. Je dirais, on peut prendre ça à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, c'est un enrichissement. Comme tu le disais vraiment très bien, c'est créateur d'opportunités, ça ouvre énormément de portes. Mon parcours personnel est un exemple de ça. J'avais commencé par faire une dizaine d'années dans la finance de marché, et au bout d'un moment, j'ai voulu me réinventer et j'ai appris en autodidacte le développement web. Et pour le coup, ça m'a ouvert énormément d'opportunités par la suite. Et après, si on considère une équipe ou une organisation, une structure qui essaye de construire quelque chose, permettre à ses membres d'apprendre, c'est enrichir la valeur de l'équipe, enrichir la valeur du collectif. Donc hyper important, autant au niveau individuel qu'en tant qu'organisation. C'est marrant parce qu'on considère souvent que l'apprentissage, c'est un truc pour les petits, du coup, ça serait quelque chose pour un débutant, donc il pourrait presque y avoir une dimension un petit peu négative dans l'apprentissage, alors qu'au contraire, c'est un progrès, c'est pouvoir permettre aux organisations de grandir, d'innover mieux, aux personnes de progresser et de grandir. Donc, il y a un peu cette dimension aussi de sortir de l'apprentissage. C'est pas parce qu'on apprend qu'on est nul, quoi. Franchement, je ne sais pas vous, mais dans nos entreprises, dans les instituts dans lesquels on bosse, pendant un moment quand même, si tu te remettais à apprendre, si tu te mettais dans le process de soit je retourne à l'école ou je fais une formation, machin, tu dis « Ah, donc tu n'es pas expert ». Exactement, ouais. Tu vois ? Ça joue. Il y a aussi cette crainte souvent de l'employeur qui est de si je laisse les gens se former et passer la marche du dessus, ils vont partir ailleurs. Sauf qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'avec les générations d'aujourd'hui, les gens viennent chercher un métier, une mission, mais aussi des créations d'opportunités pour la suite de leur parcours. Et si on n'est pas en phase d'apprentissage, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans, qui ont quitté leurs entreprises parce qu'ils étaient arrivés à un stade où ils n'apprenaient plus. Et c'est capital, quoi. Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est comment tu arrives à corréler le temps RH, donc qui est géré par les ressources humaines pour accompagner les équipes, et le temps de stimulation qu'a besoin d'un collaborateur sur un projet pour se sentir vraiment en capacité de pouvoir apprendre, et aussi à un moment donné avoir envie de passer sur un autre projet. Et comment tu arrives à accompagner ça d'un point de vue RH, ce qui est un challenge très compliqué parce qu'on est sur des temps, on avait tendance à dire que le temps moyen c'est 3-4 ans sur un poste, et ma génération en tout cas, mais je ne suis pas une génération non plus très âgée, mais pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les cycles que préconisent en tout cas les jeunes diplômés. Et puis surtout toi qui as un passif, un background RH, je ne sais pas, on vient tous d'un background différent, c'est ça qui est marrant, et je dis ça aussi parce que ma mère est RH, et du coup pour elle, tu vois la différence de génération, quand je lui explique ce qu'on fait, elle me dit mais la formation c'est, tu cumules, et puis après, tu as le droit à la formation. Tu vois, tu as le droit à la formation. Puis après, tu as ton compte. Il faut que tu épuises ce que tu as dans ton compte. Donc, en fait, tu casses l'architecture, tous les prérequis de ce que tu as sur l'apprentissage. Parce que, non, c'est pas que les droits que j'ai à l'apprentissage ou le compte formation, machin. C'est tout le temps. Ouais. Et il faut qu'on let go. C'est notre management, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que notre management et notre entreprise let go, laisse faire. C'est ça, c'est un mélange de, à la fois, alors nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est chaque collaborateur des équipes tech peut prétendre à une formation par an et pouvoir aller sur une conférence. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier, parce que les conférences, elles sont partout, mais elles sont en ligne, elles ne sont pas physiques. Mais c'est aussi faire passer le message que tu peux apprendre aujourd'hui parfois autant d'une conférence ou d'un échange avec un professionnel
que d'une formation entre quatre murs ou face à un écran, avec quelqu'un qui va te dispenser une formation du coup plutôt théorique. Les deux sont nécessaires, les deux doivent se conjuguer en tout cas. Et en fait, on se rend compte que la formation elle est accompagnée par plein de métiers différents. Et je pense probablement des gens comme nous, d'une certaine manière, en relais des RH qui mettent en place un cadre pour pouvoir proposer des formations, comme je le disais aux gens. Du coup, avant, on avait une approche de l'apprentissage qui était très cumulative. Donc, on travaillait, il y avait un temps de production pour ensuite gagner un temps de formation. Et donc, du coup, on avait des séquences comme ça qui s'enchaînaient. Et là, en fait, on se dit qu'aujourd'hui, l'apprentissage doit être continu, il doit être permanent, qu'il doit être, du coup, d'une certaine manière en continu avec les temps de production. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment, concrètement, vous, dans vos entités, vos entreprises, peut-être aussi vos équipes, on arrive à mettre en perspective cet apprentissage et ces temps de production en même temps? Est-ce que vous avez des leviers ou des méthodes qui ont été mis en place? Oui, je suis extrêmement chanceux de ce côté-là chez Docto, mais en gros, on a tout un cursus d'apprentissage qui se fait autant par de l'apprentissage par les pairs que par des choses un petit peu plus formelles. Déjà, quand les gens nous rejoignent, il est parfaitement assumé qu'ils ont énormément de choses à apprendre sur le produit, l'organisation de la société. On reçoit en ce moment des promotions de new joiners qui sont par paquet de plusieurs dizaines jusqu'à 90-100 personnes. Et du coup, on a créé en interne une académie pour justement leur permettre de découvrir le produit, leurs interlocuteurs, la responsabilité des équipes, la manière de faire à Docto, nos valeurs, etc., etc. Et donc, pendant leur première semaine et quelques jours derrière, les gens sont à l'école, en fait, mais chez Docto. Et ça, c'est la première chose. C'est la première chose pour leur mettre le pied à l'étrier. Ça leur plaît ou pas, t'as l'impression? Ouais. Ouais. Ça a beaucoup évolué dans les 3 dernières années. Ça a changé, évidemment. Mais j'ai trouvé que déjà, à l'époque, c'était le meilleur onboarding que j'avais pu connaître dans une entreprise. Parce que c'est assumé. On sait que les gens ont des choses à apprendre. Donc plutôt que de perdre des mois à les laisser découvrir toutes ces choses-là, on va leur donner. Donc ça permet de mettre sur le côté toutes les difficultés du démarrage. Enfin, pas toutes, mais une grande partie des difficultés du démarrage. Puis, c'est pragmatiquement, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des gens qui, en quelques semaines, vont être opérationnels, même pour vous. Pragmatiquement, et même économiquement plus intéressant. En termes d'organisation, c'est super intelligent. J'ai bénéficié de cette académie comme tous les gens qui rejoignent Docto, et je trouve ça génial. En plus de ça, on a derrière deux principaux streams d'événements ou de structures qui permettent aux gens de progresser dans la partie tech. En premier lieu, on organise en interne des masterclass sur certaines technologies pour permettre aux gens de passer le level du dessus. Il n'y a aucune obligation, c'est ouvert, c'est organisé un petit peu de manière opportuniste et ça permet aux gens de progresser. En plus de ça, on a aussi un programme qu'on appelle le programme Starsky Hutch. Et le principe de ce programme, c'est du peer mentoring en fait. C'est hyper intéressant parce que à chaque fois qu'une personne rejoint l'équipe Tech à Doctolib, elle se voit assigner un mentor qui est passé par le programme auparavant. Et ils vont dépiler ensemble une énorme liste de sujets, 1 heure par semaine. Ok. En one-one, okay. Exactement. Et on a renforcé ça par un curriculum online. C'est un produit interne qu'on est en train de développer qui s'appelle Unique, qui a été créé par Flavio Bench, un de nos engineering managers. Et en fait, c'est le support de l'apprentissage pour la découverte de la stack tech de Doctolib. Et une fois que le mentor et le mentee arrivent à la fin du programme, le mentee devient un mentor. Okay. Et à la fin, on a 2 mentors. Du coup, ça scale très très bien. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a pas loin de 150 ingénieurs qui bossent pour nous. Et on veut leur permettre d'apprendre, mais on veut faire aussi en sorte que que les coûts ne soient pas exponentiels. Comment tu fais pour que ton mentor il continue aussi à apprendre? Alors, il y a plein de choses. En gros, on a 5 valeurs à la tech qui sont prégnantes. Ouais. User first, security, etc. Et une autre hyper importante dans les 5, c'est learn and grow. Pour nous, c'est capital. Du coup, on laisse beaucoup de liberté aux équipes et aux gens,
Mais ce qu'on attend d'eux, c'est que face à un problème inédit, ils soient capables d'aller chercher les ressources, de trouver les personnes qui vont les aider à débloquer la situation. Donc il y a ça. Si quelqu'un, d'autre part, cette liberté se traduit aussi par le fait que si quelqu'un a envie de lancer une initiative, au lieu de lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, on va lui fournir un framework en convenant avec lui d'un protocole d'engagement, d'un certain nombre de moyens, etc. Et la personne va construire et tester son initiative. Un des exemples très concrets, il y a 1 an et demi, j'ai un de mes développeurs qui est venu me voir en me disant « Je veux faire de la curation pour partager des choses avec les développeurs au sein de Doctolib, trouver des articles intéressants, etc. » Au lieu d'en rester là, en fait, on a boosté son initiative et aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe de curation de 5 personnes qui écrit une newsletter tech qui est partagée à pas loin de 900 personnes, donc des profils qualifiés techniques, dans Doctolib, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, on favorise beaucoup l'intrapreneuriat et on encourage les gens à apprendre. Et d'autre part, il y a une dernière chose. Pourquoi tout ça est possible ? Notre CEO a pour habitude de dire quelque chose, et il a pour habitude de dire « Si à la fin de la journée, je n'ai pas appris 3 choses, ce n'est pas une bonne journée. » Et il ne demande pas d'avoir lu un livre, d'avoir appris un nouveau langage de programmation ou quoi que ce soit. Ça peut être 3 petites choses. Ça peut être apprendre une nouvelle manière de faire ses lacets, ça peut être découvrir un mot, découvrir l'existence d'un logiciel ou autre. Mais c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que chaque petit pas de l'apprentissage t'amène vers un enrichissement personnel. Donc peu importe que ce soit 3 petits ou 3 gros apprentissages. Mais aussi cette notion d'amélioration continue, elle est hyper importante. Et le fait de se poser en fin de journée, de se demander « Ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ?» Ça permet aussi de fuir cet état un petit peu inquiétant où on se dit en fin de journée « Je n'ai rien fait, je n'ai rien produit, je ne sais pas à quoi servait cette journée. » Une satisfaction personnelle. Exactement. Il y a quelque chose quand même sur lequel je voudrais rebondir, que tu disais on favorise une culture de l'intrapreneuriat et d'avoir des initiatives. Comment Docto arrive à accepter le cas d'une erreur, en fait ? Par exemple, celui qui lance la newsletter, ça ne fonctionne pas, etc. Parce que c'est un des leviers hyper importants de l'apprentissage, c'est le fait de pouvoir se planter. Est-ce que, justement, au sein d'une entreprise, on a le droit de se planter dans son entreprise ? Oui. Clairement, chez Docto, on se bat pour faire comprendre aux gens qu'un échec n'est un échec que dans le cas où on n'en a pas appris quelque chose. En fait, on fait beaucoup d'expériences. On décomplexe beaucoup l'intrapreneuriat en expliquant aux gens que ce qu'on fait quand on démarre quelque chose, ce n'est pas on construit quelque chose, c'est on expérimente. On apprend. On ne sait pas où ça va. Peut-être que dans 6 mois, l'initiative de la newsletter va faire pchit. Peut-être que... On ne sait pas. Bon, il se trouve qu'un an et demi après, ça marche très bien. On est très content. Il y a plein d'autres initiatives comme ça qui existent chez Docto. Le programme Starsky et Hutch était une initiative individuelle d'un développeur. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on a démarrées et qu'on a dû mettre au placard parce que ça ne fonctionnait pas comme on voulait. Le truc, c'est vraiment décomplexer ça. Un échec... En fait, l'échec, c'est l'immobilité. C'est vraiment ça. Si je ne fais rien parce que j'ai peur du résultat, c'est là que je suis en échec. Ouais, alors tu parlais effectivement de cette peur de l'échec. J'ai l'impression qu'on essaie de lutter aussi contre ça chez Le Bon Coin. Moi, il y a un truc qui m'a surpris en arrivant, c'était qu'on m'a formé en fait au feedback. C'est pas quelque chose auquel on m'avait appris auparavant à faire. Le feedback, pour moi d'ailleurs, c'est plutôt un feedback positif. On m'avait plutôt appris à revenir vers quelqu'un pour le remercier. Et faire un feedback négatif, en fait, ça s'apprend. C'est pas quelque chose de naturel. Là-dessus, il y a un accompagnement qui, je trouve, est hyper important pour mettre les gens dans des bonnes dispositions pour échouer. Il y a après aussi le fait que chaque tech appartient à 2 types d'équipes. Il appartient à sa FT, à sa future team, mais il appartient aussi à sa guilde. Donc, si tu es un développeur back-end, tu es dans une communauté de développeurs back-end. Et la communauté, ça doit te permettre de libérer la parole, de partager, de mettre en commun, en tout cas, des observations qu'on peut faire. Et j'ai l'impression que du coup, c'est quelque chose qu'on essaie d'entretenir, mais il y a effectivement cette tension permanente entre la production, délivrer, et le temps que on va pouvoir te dédier. Donc, là-dessus, chez Le Bon Coin, en tout cas, on a un jour tous les 15 jours, c'est le lundi généralement, où les guildes se réunissent pour mettre en commun leurs projets, leurs échecs, leurs perspectives aussi sur leurs projets.
Ça, c'est un truc qui est super important, je pense, de maintenir. Et puis, après, il y a tout l'accompagnement, et je pense qu'on est tous bien placés autour de la table pour en parler, qu'on essaie de mettre en place pour attirer les gens sur des projets individuels ou collectifs, mais en tout cas entretenir cette curiosité, cette motivation. En parallèle de leur projet, de leur delivery, ils doivent aussi s'impliquer sur des projets autant que possible qui leur tiennent à cœur. Et du coup, on propose des ateliers de formation sur plein de sujets différents. Ça peut être sur les biais cognitifs, ça peut être sur de l'agilité, ça peut être... C'est obligatoire? Qui s'inscrit? C'est pas obligatoire, Okay. mais c'est fortement incité. Et en fait, l'enjeu, c'est de sensibiliser surtout le management à ce qui passe le message à ses équipes pour leur libérer du temps. C'est pareil, j'ai un de mes collègues qui s'occupe de monter des katas de code donc pour n'importe qui en fait. Et c'est une culture en fait à entretenir. Il faut garder une certaine régularité dans la proposition de ces formats-là. Et puis on a monté, alors c'est marrant que tu parles d'apprentissage aussi, ça c'est tout frais, on a monté quelque chose qui s'appelle La Ruche. C'est pareil, c'est le principe, c'est d'avoir du temps dédié à de la formation pour des nouveaux arrivants, mais aussi pour des gens qui sont déjà dans les équipes et qui ont envie de se reformer. Par exemple, du TDD, en l'occurrence, là, c'est le projet qu'on a actuellement. Donc, c'est un entretien, ça doit être poussé par l'AH, ça doit être poussé par les managers et ça doit être poussé aussi par les équipes en interne. C'est qu'Intratech ou il y a aussi d'autres personnes? Alors, Le Bon Coin appartient à un groupe, à Devinta, donc on essaie aussi de se rattacher à ce groupe-là sur des initiatives communes. Il y a un programme qui s'appelle le Changemaker, où on essaie d'identifier dans chacune des marketplaces du groupe Adevinta des gens qui ont envie de pousser des sujets de formation. Je parlais des biais cognitifs, il y a un programme qui est proposé par Adevinta, ils vont nous former, on va essayer de former les équipes, mais ça peut être sur plein de causes différentes, notamment les femmes dans la tech, ce sujet de diversité, ça doit être incarné dans toutes ces entités-là pour que ça résonne d'une seule et même voix. Donc ces efforts-là sont à poursuivre en tout cas, continuellement, et on a besoin de gens sur le terrain pour le faire. Du coup, une dimension communautaire, peut-être que... Ouais. C'est vrai, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais finalement tout ça, ça existe parce qu'il y a aussi une ossature, il y a aussi des fondements. Et je pense que c'est aussi la façon dont on revoit l'organisation de l'entreprise, parce que ça, et encore une fois, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, c'est souvent quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes qui le portent, et puis tu sais que ça fonctionne quand vraiment ça fait partie de la maison. Et nous, c'est ce qu'on avait eu chez NJ Digital. En fait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, c'est que parce qu'on connaissait les mêmes peines et les mêmes joies. Mais c'est une initiative, les communautés techniques, mais pas que d'ailleurs, c'est une très bottom-up finalement. Et il y a un vrai effort de conviction auprès du management. Et tu peux avoir une initiative bottom-up des communautés qui se créent comme ça, et tu dis ouais, c'est pas mal cool, c'est chouette, etc. Mais il faut préparer l'avenir, et quand tu dois préparer l'avenir, ton management doit te dire ok, comme tu disais tout à l'heure, je leur laisse du temps. Je comprends que ça a un intérêt, je fais confiance, la notion de confiance elle est hyper importante, et après ces communautés vont vivre dans le temps et ce sera un succès pour tout le monde et ça fera partie de la maison. Et la notion de communauté, moi je trouvais ça génial et surtout de les voir démarrer, je trouve que c'est tellement incroyable parce que tu vois des gens qui au départ se disent, t'as le grand classique du « oh je sais pas trop, j'ose pas trop parler, etc. » Et nous, notre travail à nous 3, c'est de dire à cette personne-là, non, ce que tu as en tête et ce que tu fais, c'est vraiment génial. Il faut surtout pas que tu le gardes pour toi. Surtout pas que tu le gardes pour toi parce que le savoir se partage et ça devient un pouvoir collectif, vraiment. Et la notion des communautés, elle est importante, c'est une ossature, il faut que ça devienne vraiment une base fondamentale en fait, pour créer l'apprentissage continu dans ton entreprise et créer aussi l'énergie constante, c'est-à-dire que tu es tout le temps motivé. Comment tu veux te motiver tout seul ? Enfin, c'est impossible. Donc, ça crée une émulation et ça, il faut le protéger à fond. Et chez NJ Digital, au début, on a galéré parce que les premiers retours qu'on avait eus du management, initialement, c'était c'est quoi les outcomes, c'est quoi les KPI. On m'avait même dit un truc, ouais, mais tu vas toucher combien de personnes avec ça il y aura combien de personnes dedans dans chacune des communautés ? En fait, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Et au début, tu ne sais pas. Mais il faut quand même y aller, quoi. Il faut s'autoriser ça.
C'est ma question. Donc, disons que quelqu'un nous regarde et il se dit, voilà, moi, j'ai envie de porter cette culture d'apprentissage au sein de ma boîte, il va falloir que je le présente à mon management. C'est quoi les conseils? Qu'est-ce qui attend selon toi? C'est quoi les arguments il ou elle peut mobiliser? Comment tu lui conseillerais de porter ce projet? Déjà, faut s'attendre à essuyer un petit peu les plâtres. Donc déjà, faut être fort. Faut être fort, on ne peut pas être fort solo. C'est un peu, encore une fois, chamallow, mais il faut trouver des alliés et dans plusieurs départements, je trouve. Tech, c'est certain. RH, com, marketing, tous les départements, il faut avoir des alliés. Et quand tu le présentes à ton manager, il y a 2 éléments. Il y a ce côté KPI où tu lui dis, voilà, moi j'avais présenté ça à l'époque, ça a bien marché avec mon boss, qui est un profil Insights rouge. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin que ce soit ultra normé. Et donc, il faut parler son langage. Et on avait inventé un petit truc avec nous, c'était skill up, scale up et speak up. Et le skill up, c'est tu te formes, c'est bien l'objet de notre conversation. Le scale, la notion de scale, et je pense qu'on a, en tout cas chez NJ Digital, on avait aussi cet enjeu-là. Comment la formation de tes gars, de tes meufs dans ta boîte, ça va te permettre d'avoir un meilleur time to market aussi. Et le 3, c'est speak up. Peut-être ton attractivité RH. Aujourd'hui, on a tous le même problème aujourd'hui. On veut recruter des bons, etc. Et il faut être visible. Donc ça, il l'a bien compris parce que il y avait un objectif qui lui touchait aussi à cœur. Et ça lui a permis d'être rassuré finalement sur notre intention. Et là, il a fait « Ah ok, je let go. Je let go. » Mais il y a un point qui est hyper important. Oui, c'est une initiative bottom-up, mais il faut nécessairement qu'elle soit green-lightée par le management et qu'il y ait son sponsorship. Sinon, dans le temps, c'est difficile à tenir. Vraiment. Il faut que ça soit repris en fait par d'autres personnes. Il faut que tout le monde dise yes, je veux une part du gâteau, quoi. Clairement. Vous auriez des conseils, vous, pour peut-être une personne déjà qui voudrait porter ces initiatives, même à titre personnel, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Dans un cadre dans un cadre d'organisation. Mais même, on se disait qu'il y avait une dimension personnelle, donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi et au-delà de toi dans ton organisation? Dans le cadre uniquement personnel, je pense qu'il faut avoir des objectifs et des projets perso, parce que c'est un excellent prétexte pour découvrir des nouvelles choses. Quand c'est motivé par un but, on avance forcément plus vite, on voit forcément plus clair là où on veut aller. Donc, dans le cadre des devs, typiquement, avoir un projet perso, c'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles choses. Et après, c'est pas du tout obligatoire. Certaines personnes apprennent complètement autrement. Et dans une organisation, je pense qu'il est vraiment critique, comme Charline l'a suggéré, d'avoir l'adhésion à 100% du top management, en fait. Il faut que ce soit une valeur qui soit portée dans l'entreprise depuis le plus haut niveau. Sinon, c'est difficile. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui, d'un côté, vont apprendre pendant que d'autres essayent de produire. Et ça a tendance à créer des déséquilibres. Et aussi, il y a un truc au début, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ça, mais côté management, ça peut être vécu comme, vous faites des événements, vous bouffez des croissants, un jus d'orange, et puis c'est cool, quoi. Vous vous éclatez. Qu'est-ce que c'est dur, ça, au début, quand tu te prends ce genre de remarques, parce que tu comprends son point de vue, parce que de l'extérieur, c'est ce à quoi esthétiquement ça ressemble. J'ai l'impression que c'est du cosmétique. Exactement. Et ça, c'est difficile, ce passage de... Je te jure, on ne fait pas que boire des jus d'orange ensemble et de s'éclater. Il y a un vrai enjeu, mais juste donne-nous un petit peu de temps pour qu'on puisse te le montrer. Il faut 6 mois, 8 mois pour vraiment qu'on arrive à déloger des premiers outcomes, des premières choses qui sont chouettes à montrer. Mais punaise, ça prend du temps. C'est intéressant parce qu'on se dit finalement une chose aussi, c'est que tous ces gens-là, en fait, leur histoire, personne d'autre qu'eux ne pourront bien la raconter, en fait. Donc d'un côté, moi j'ai un conseil aussi, on essaie de faire en tout cas plus d'efforts pour accompagner les gens à mieux raconter leur histoire, mieux partager leur vécu, parce que c'est ça qui va créer des opportunités d'échange avec d'autres communautés externes et des pairs, en fait. Donc c'est pas quelque chose de naturel dans notre culture de prendre la parole, que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Et ça demande en fait, c'est des compétences. Donc on essaye de faire des choses, d'accompagner, de payer des formations pour que les gens se sentent à l'aise pour raconter leur vécu et l'assumer en fait. Parce qu'on est français, qu'on n'est pas des Américains. C'est toujours un rapport à l'erreur, on a peur de... Et la deuxième chose, c'est qu'à titre individuel, je trouve qu'on est dans une période où ça n'a jamais été aussi simple en fait de se connecter à des pairs à l'extérieur, par les réseaux sociaux, professionnels ou perso. C'est assez facile d'identifier des potentiels mentors, en tout cas des gens qui nous inspirent dans nos métiers.
Donc moi j'essaye en tout cas de dire aux gens, essayer d'identifier les communautés auxquelles vous avez envie de vous rattacher. Ça peut être des communautés par le pur prisme technologique. Si tu es dev Android, tu vas t'affilier, mettons, à une communauté, le Paris Android Group, qui est un groupe parisien de développeurs Android. Mais tu peux aussi, d'un autre côté aussi, te sentir plus rattaché à une communauté par des affinités personnelles. Il y a des communautés LGBT dans la tech qui s'organisent, et c'est parfois plus facile de se sentir intérêt dans cette communauté que dans une communauté lambda de développeurs. Donc il faut trouver sa communauté parce que c'est un vrai levier en fait pour se sentir à l'aise, pour partager son vécu et surtout apprendre des autres. C'est finalement plus personne et ça change un peu le paradigme parce qu'il n'y a plus d'experts. Voilà. C'est autrefois, je dis autrefois, c'est toujours un petit peu le cas, mais on te présente des personnes de ton département, ou même quand tu te présentes auprès d'un client. Moi, maintenant étant chez Microsoft, tu dis, voilà, on va vous présenter les experts, etc. Et en fait, les clients même commencent à te dire, vous donnez pas trop de mal. Eux-mêmes se disent, j'ai pas besoin d'avoir un expert, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui n'ait pas besoin de tout savoir, mais au moins qui se met dans la disposition intellectuelle et aussi émotionnelle de dire, soit je ne sais pas, mais je vous assure que je vais aller chercher, puis on va aller apprendre ensemble. Mais il y a une démarche qui est beaucoup plus authentique finalement qu'une posture d'expertise. Et c'est peut-être aussi assez français, cette notion d'expertise, je sais pas, c'est une question, mais ça fait du bien aussi de se dire que t'es pas expert, c'est gravé dans le marbre, puis ce sera marqué sur ta tombe, ce sera ton épitaphe, que tu étais expert de blockchain ou que sais-je. Enfin, on est des êtres évolutifs, donc finalement suivons cette tendance, et c'est quelque chose qu'on peut communiquer sans peine, je pense. Il faut juste se l'accorder. Ça me fait penser à quelque chose, en fait, il est hyper capital d'apprendre à apprendre pour passer la marche d'après. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va te donner dans un circuit scolaire classique, en réalité. Clairement. Apprendre à te construire ta méthodologie d'auto-formation, quoi. Exactement. Mais ce que vous dites en fait partie. Savoir que tu peux reposer sur des communautés, savoir que tu as des projets personnels, etc. En fait, tu peux créer un peu ton bouquet de leviers d'auto-formation au sein de ton entreprise ou alors à l'extérieur. Bien souvent, c'est quand même, on se le dit aussi, c'est hyper valorisé en interne quand tu es développeur ou tes collaborateurs plus largement d'une entreprise et que tu remontes vers ta hiérarchie en disant j'ai une idée, je vais apprendre tel truc ou je vais me lancer telle formation. Généralement, tu vas te faire accompagner et donc c'est une question de culture aussi, je pense. Alors ça me faisait penser qu'il y a aujourd'hui un agrégateur de blogs en France qui s'appelle curiosity.com, de blogs d'entreprises technologiques françaises, et il est monté par une personne qui n'est pas française en fait. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est très révélateur probablement de la culture qu'on a à ne pas oser valoriser ce qu'on fait très bien, et on a la chance dans un écosystème qui est ultra dynamique. Donc voilà, il faut que les gens soient plus fiers et qu'ils n'hésitent pas à partager leur vécu. Et où la pluralité est célébrée, parce que tout à l'heure on en parlait finalement, c'est toujours dommage quand tu entends un manager ou côté RH, peu importe, dire ouais mais si on te paye une formation, il faut que ça aille vraiment dans le sens du projet, tu vois. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire que finalement tu as un humain assigné à une tâche dans une valeur de production. Et je pense que là, heureusement, les entreprises commencent à changer un petit peu ce paradigme-là. Tant mieux, parce qu'on célèbre aussi les profils pluriels. Voilà. Et enfin, tu n'as pas besoin d'avoir fait une école de dev et d'ingénierie pour devenir dev et tutti quanti. Je pense que favoriser une culture d'apprentissage, c'est favoriser une culture de la diversité. Enfin, c'est cultiver et permettre la culture de la diversité. Clairement. Et tout type de diversité, comme tu disais tout à l'heure avec LGBTX, etc. Enfin, tout le truc, quoi. Ok. C'est hyper cool. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, un conseil que vous voudriez apporter à nos personnes qui nous regardent ? Alex a toujours que des très bons conseils. Alors, on va commencer par Alex. Pour le coup, rapport à l'apprentissage, j'en ai deux. Je vais paraphraser Stanislas Neufchâteau en disant « apprenez 3 choses par jour ». Et le deuxième, soyez curieux et allez chercher les gens de qui vous avez envie d'apprendre, quitte à contacter, si vous êtes dev, un CTO, un dev, un tech lead, quelqu'un qui fait quelque chose qui vous intéresse, et discuter de son métier pour en apprendre plus. Très rarement, voire jamais, vous trouverez porte close. Les gens seront toujours ravis de partager sur ce qu'ils font. Connectez-vous, vous n'avez rien à perdre. Essayez de contacter des gens,
Déjà, ils seront flattés pour une fois de ne pas se faire contacter nécessairement par un cabinet de recrutement, donc ils apprécieront probablement. Et puis voilà, on est dans je le redis une nouvelle fois, mais il n'a jamais été aussi facile de se connecter à des gens aux quatre coins du monde en ce moment. Enfin, l'exemple de cette conférence, en l'occurrence, on a pu se connecter à des entreprises qu'on n'aurait peut-être même pas osé approcher. Je pense à Netflix, je pense à Zalando. Et le fait est qu'on soit tous à distance, et ben, paradoxalement, on a été plus proches à travers les outils de communication virtuelle. Donc voilà. Voire grand. Moi, ce serait un conseil au management surtout. Faites confiance. Faites confiance. Et laissez du temps à ces personnes-là qui ont envie de se former et d'apprendre autrement à se dévoiler, à éclore. Enfin, il n'y a rien de plus satisfaisant quand on est manager, quand on a une équipe, de voir un profil s'éclater dans son travail parce qu'il a toutes les conditions nécessaires pour le monde des possibles, dont on parlait tout à l'heure. Donc, au management, faites confiance, let go. Et à ceux qui sont dans la position où ils ont envie de se former, ils ont envie d'apprendre, absolument, connectez-vous. N'ayez pas peur de lancer vos propres communautés, même sur les sujets sur lesquels vous commencez. Faites-vous plaisir. Franchement, ça fait flipper au début. Moi, la première, quand tu commences un nouveau sujet, tu flippes. Et après, tu as des camarades qui sont autour de toi et il n'y a rien de meilleur que d'apprendre par les autres. Donc, faire confiance et connectez-vous, clairement. Merci à tous les trois. C'était très cool. Merci à toi.